Bonjour à tous. Cette présentation est destinée à poser les grandes lignes du roman jusqu'à 1930 sur un certain nombre de problématiques, de thématiques et d'auteurs. Vous aurez des éclairages complémentaires dans d'autres capsules vidéo. Il sera ainsi par exemple question plus en détail de la représentation de la Première Guerre mondiale ou alors des courants spiritualistes que l'on trouvera dans une présentation à ce qu'on appellera assez maladroitement le roman traditionnel. Commençons par un peu de contexte. Pour être synthétique, on peut dire que la fin du XIXe siècle a été marquée par le mouvement naturaliste, mais qu'il avait déjà été contesté dans ses formes et dans sa démarche, notamment par les mouvements décadents ou encore symbolistes. Mais au début du XXe siècle, ni la foi enthousiaste du naturalisme, ni le pessimisme radical des décadents ne semblent trouver encore beaucoup d'écho. Et vous excuserez cette simplification concernant les deux courants cités, mais qui est faite, encore une fois, dans un souci de synthèse. Michel Raymond, professeur et critique, spécialiste du roman, voit précisément une crise dans ce genre, au tournant des XIXe et XXe siècles. Il y consacre un ouvrage intitulé La crise du roman, des lendemains du naturalisme aux années 20, et publié en 1966. L'aube du XXe siècle est un moment d'ébranlement social mais aussi intellectuel. Si la foi dans le progrès technique qui a animé tant d'hommes et de femmes au XIXe siècle, censée apporter des réponses aux questions de l'humanité, amener le progrès moral et même le bonheur universel, si cette foi donc n'est pas complètement éteinte, elle est de moins en moins partagée. La science n'apparaît plus comme capable de nous faire connaître tout de toute chose et de répondre à l'ensemble des aspirations humaines. C'est la déroute du scientisme. Par ailleurs, l'émergence de la psychanalyse met à jour toute la part inconsciente du fonctionnement humain. La psyché, comme le monde, semble donc vouée à demeurer en partie inaccessible, voire inconnaissable. Enfin, bien sûr, la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918 est vécue comme un traumatisme. L'horreur de ces combats, les privations subies par la population et l'état désastreux dans lequel se trouvent nombre de pays à son issue font de cette guerre un événement qui laissera une trace indélébile dans les consciences. Or, ce que l'on peut percevoir comme autant de crises constitue également un terreau fertile pour la création. Le roman se sert de la situation de crise comme d'un moteur. La crise devient un sujet romanesque et l'occasion d'expérimentation. Le roman est alors envisagé comme un laboratoire dans lequel le romancier peut mener de multiples expériences. On trouve dans les romans de grandes interrogations face à l'histoire. De mineur que ce genre a été jusqu'au XVIIIe siècle, avant son explosion au XIXe siècle, le roman devient le grand genre et le lieu de questionnements existentiels. Poursuivons sur un autre aspect du contexte de ce début de siècle, en abordant un point bien plus matériel, qui est celui du contexte éditorial, alors en plein foisonnement. Le livre est dès le XIXe siècle intégré dans une production de masse. Ce mouvement se poursuit au XXe siècle, où l'apparition du livre de poche en fait un produit accessible et un objet de consommation courant. Ce mouvement est renforcé par l'alphabétisation massive de la population. C'est véritablement au XXe siècle que la majeure partie de la population aura accès à la lecture. Par ailleurs, le livre, et donc l'auteur, est soumis à un système de production dans lequel l'éditeur, la critique et les jurys des prix littéraires peuvent jouer un rôle considérable. L'édition française se renouvelle au XXe siècle et les grands noms de l'édition apparaissent. Gaston Gallimard fonde ses éditions en 1919 et publie des auteurs majeurs comme Gide, Claudel, Valéry ou Proust. La maison Grasset est fondée dès 1907 et publie Mauriac ou Monterland. La fondation de ces grandes maisons, encore connues aujourd'hui, se poursuit. Évoquons rapidement De Noël en 1930, qui publie Céline ou Artaud, ou encore les éditions du Seuil en 1935. Des prix viennent couronner une partie de cette production,
lui assurant un succès commercial. Le prix Nobel de littérature est décerné depuis 1901. Le prix Goncourt dès 1903. Mentionnons encore le Femina fondé en 1904 ou le Renaudot en 1924 ou enfin le prix Interallié en 1930. Ces prix jouent un rôle très important, tant par la reconnaissance qu'ils apportent aux écrivains que par les ventes qu'ils assurent. S'ils permettent à l'écrivain de lui assurer un revenu et donc une indépendance, ils sont aussi parfois critiqués pour les éventuelles collusions entre membres du jury et les grandes maisons d'édition. Enfin, mentionnons les derniers acteurs du système, les critiques littéraires, qui ont acquis un rôle et une audience accrue auprès des lecteurs. En passant du contexte aux auteurs à proprement parler, on ne peut pas brosser cette fresque sans parler de deux auteurs qui marquent le début du XXe siècle, de deux romanciers qui marquent le début du XXe siècle. Il s'agit d'une part d'Anatole France, auteur du XIXe siècle, mais qui va publier un certain nombre d'œuvres majeures en ce début du XXe siècle. On ne citera ici que le roman peut-être encore le plus connu d'Anatole France, Les dieux ont soif, publié en 1912, et qui est une fresque historique de la Révolution française, mais surtout une analyse désabusée de la façon dont un jeune homme pétri de bonnes intentions se transforme en un véritable bourreau à cause de ses bonnes intentions. Mentionnons également le monde onirique, le monde poétique d'Alain Fournier. Son roman Le Grand Maulne, publié en 1913, est vraiment unique dans la littérature française. Peut-être d'autres romans dans la même veine auraient pu suivre, mais Alain Fournier va mourir au cours de la Première Guerre mondiale. C'est un récit poétique qui exerce une grande fascination sur les lecteurs de l'époque et sur les générations suivantes, en proposant un personnage d'adolescent presque adulte qui vit une expérience quasi magique qui est petit à petit démystifiée. C'est un petit peu exactement ce que vivent les gens de cette époque qui commencent à se réveiller à une réalité de plus en plus brutale. Le roman n'interroge en effet pas seulement les valeurs ou les liens entre l'homme et le monde. Par un mouvement réflexif, le roman peut devenir le lieu même d'une interrogation sur sa propre écriture, d'où l'expression de laboratoire formel que vous avez dans votre brochure. Le roman en ce début de siècle explore différentes potentialités formelles et peut remettre en cause les idées de narration linéaire ou encore bouleverser l'énonciation et la conception du personnage. Cela peut vous rappeler l'anti-roman de Diderot. Les codes du roman sont exhibés, l'auteur s'en joue pour mieux tenter de renouveler le genre. Un procédé majeur envahit ainsi certains romans, celui du monologue intérieur. Ce phénomène n'est pas étranger à la diffusion de la psychanalyse, qui suscite un intérêt pour l'inconscient et la vie intérieure. Le monologue intérieur est abondamment utilisé dans un roman publié aux États-Unis et qui connaît un succès colossal. C'est l'Ulysse de James Joyce, qui paraît en volume en 1922. Il avait d'abord été publié en feuilleton. Et qui fait figure de monument littéraire. On suit les déambulations des personnages à travers Dublin, mais perçus à travers leur flux de conscience. L'écrivain français Valéry Larbaud traduit certains passages d'Ulysse, participant ainsi à la diffusion de cette œuvre en France. Et il utilise lui-même cette technique du monologue intérieur dans ses propres textes, comme Amant, heureux amant de 1929. Toutefois, cette technique avait déjà été utilisée auparavant. On estime que le premier à avoir recours en France au monologue intérieur est Édouard Dujardin, dans son œuvre Les lauriers sont coupés, publiée dès 1887. Dujardin, beaucoup plus tard, dans un essai sur le monologue intérieur publié en 1931, donne une définition de cette notion. Je cite. Le monologue intérieur est, je coupe,
Le discours sans auditeur et non prononcé, par lequel un personnage exprime sa pensée la plus intime, la plus proche de l'inconscient, antérieurement à toute organisation logique. Fin de citation. On perçoit bien ici les affinités avec la psychanalyse. Cette technique romanesque va perdurer dans le roman et on la retrouve par exemple dans Belle du Seigneur d'Albert Cohen en 1868. Avec le fameux roman d'André Gide, Les Faux-monnayeurs, vous avez un bon exemple d'œuvre qui réfléchit à la forme du roman. Vous en avez des extraits dans votre brochure que je vous invite bien sûr à lire. L'extrait est accompagné d'une petite présentation qui qualifie ce roman de métatextuel. Vous allez sans doute régulièrement rencontrer ce terme, comme celui de métapoétique d'ailleurs, au cours de vos études littéraires. Cela signifie que le texte réfléchit sur le texte ou sur les conditions de sa création. Les Faux-monnayeurs est en effet un roman qui nous raconte, entre autres, l'écriture d'un roman intitulé Les Faux-monnayeurs justement. On a donc un procédé de mise en abîme. Le processus de création, comme les phases par lesquelles l'auteur peut passer, sont exhibés. Cela doit vous rappeler le roman Palude, aussi de Gide, publié en 1895 et que vous avez dans votre brochure du XIXe siècle. Gide déploie ainsi les potentialités du roman, en envisageant ce qu'il pourrait être, ce qu'il est et ce qu'il n'est finalement pas. Il s'agit ainsi d'interroger les codes du genre au sein même d'une œuvre romanesque plutôt que par un essai ou par un traité. Celui qui va encore plus loin dans la remise en cause des codes romanesques est André Breton. Lorsque paraît Nadja, en mai 1928, il est déjà l'une des figures les plus reconnues de l'avant-garde poétique en France et chef de file du mouvement surréaliste. Je ne détaille pas plus ici la question du mouvement surréaliste et je vous renvoie à la vidéo qui lui est entièrement consacrée. Arrêtons-nous simplement sur Nadja, un curieux livre qui marque l'esprit du temps. Plus qu'une histoire, cette œuvre nous raconte les déambulations du poète et sa rencontre avec une créature toujours inspirée et inspirante, pour reprendre une expression de Breton. C'est une fille perdue, une prostituée doublée d'une médium. À l'appui du roman sont fournis des documents, éléments de conversation, fragments de lettres, dessins, photographies et que vous retrouvez dans toute édition. Nous avons ici une sorte d'ovni littéraire mêlant vie quotidienne, rêve, fiction et documents, brouillant complètement les frontières du genre. Celui qui va encore plus loin dans la remise en cause des codes romanesques est André Breton. Lorsque paraît Nadja, en mai 1928, il est déjà l'une des figures les plus reconnues de l'avant-garde poétique en France et chef de file du mouvement surréaliste. Je ne détaille pas plus ici la question du mouvement surréaliste et je vous renvoie à la vidéo qui lui est entièrement consacrée. Arrêtons-nous simplement sur Nadja, un curieux livre qui marque l'esprit du temps. Plus qu'une histoire, cette œuvre nous raconte les déambulations du poète et sa rencontre avec une créature toujours inspirée et inspirante, pour reprendre une expression de Breton. C'est une fille perdue, une prostituée doublée d'une médium. À l'appui du roman sont fournis des documents, éléments de conversation, fragments de lettres, dessins, photographies et que vous retrouvez dans toute édition. Nous avons ici une sorte d'ovni littéraire mêlant vie quotidienne, rêve, fiction et documents, brouillant complètement les frontières du genre. Avec le fameux roman d'André Gide, Les Faux-monnayeurs, vous avez un bon exemple d'œuvre qui réfléchit à la forme du roman. Vous en avez des extraits dans votre brochure que je vous invite bien sûr à lire. L'extrait est accompagné d'une petite présentation qui qualifie ce roman de métatextuel. Vous allez sans doute régulièrement rencontrer ce terme, comme celui de métapoétique d'ailleurs, au cours de vos études littéraires. Cela signifie que le texte réfléchit sur le texte ou sur les conditions de sa création.
Les Faux Monnayeurs est en effet un roman qui nous raconte, entre autres, l'écriture d'un roman intitulé Les Faux Monnayeurs justement. On a donc un procédé de mise en abîme. Le processus de création, comme les phases par lesquelles l'auteur peut passer, sont exhibés. Cela doit vous rappeler le roman Palude, aussi de Gide, publié en 1895 et que vous avez dans votre brochure du XIXe siècle. Gide déploie ainsi les potentialités du roman, en envisageant ce qu'il pourrait être, ce qu'il est et ce qu'il n'est finalement pas. Il s'agit ainsi d'interroger les codes du genre au sein même d'une œuvre romanesque, plutôt que par un essai ou par un traité. Le roman n'interroge en effet pas seulement les valeurs ou les liens entre l'homme et le monde. Par un mouvement réflexif, le roman peut devenir le lieu même d'une interrogation sur sa propre écriture, d'où l'expression de laboratoire formel que vous avez dans votre brochure. Le roman en ce début de siècle explore différentes potentialités formelles et peut remettre en cause les idées de narration linéaire ou encore bouleverser l'énonciation et la conception du personnage. Cela peut vous rappeler l'anti-roman de Diderot. Les codes du roman sont exhibés, l'auteur s'en joue pour mieux tenter de renouveler le genre. Un procédé majeur envahit ainsi certains romans, celui du monologue intérieur. Ce phénomène n'est pas étranger à la diffusion de la psychanalyse, qui suscite un intérêt pour l'inconscient et la vie intérieure. Le monologue intérieur est abondamment utilisé dans un roman publié aux États-Unis et qui connaît un succès colossal. C'est l'Ulysse de James Joyce, qui paraît en volume en 1922. Il avait d'abord été publié en feuilleton. Et qui fait figure de monument littéraire. On suit les déambulations des personnages à travers Dublin, mais perçus à travers leur flux de conscience. L'écrivain français Valéry Larbaud traduit certains passages d'Ulysse, participant ainsi à la diffusion de cette œuvre en France. Et il utilise lui-même cette technique du monologue intérieur dans ses propres textes, comme Amant, heureux amant de 1929. Toutefois, cette technique avait déjà été utilisée auparavant. On estime que le premier à avoir recours en France au monologue intérieur est Édouard Dujardin. Dans son œuvre Les lauriers sont coupés, publiée dès 1887. Dujardin, beaucoup plus tard, dans un essai sur le monologue intérieur publié en 1931, donne une définition de cette notion. Je cite. Le monologue intérieur est, je coupe, le discours sans auditeur et non prononcé, par lequel un personnage exprime sa pensée la plus intime, la plus proche de l'inconscient, antérieurement à toute organisation logique. Fin de citation. On perçoit bien ici les affinités avec la psychanalyse. Cette technique romanesque va perdurer dans le roman, et on la retrouve par exemple dans Belle du Seigneur d'Albert Cohen en 1868. Poursuivons sur un autre aspect du contexte de ce début de siècle, en abordant un point bien plus matériel, qui est celui du contexte éditorial, alors en plein foisonnement. Le livre est dès le XIXe siècle intégré dans une production de masse. Ce mouvement se poursuit au XXe siècle, où l'apparition du livre de poche en fait un produit accessible et un objet de consommation courant. Ce mouvement est renforcé par l'alphabétisation massive de la population. C'est véritablement au XXe siècle que la majeure partie de la population aura accès à la lecture. Par ailleurs, le livre, et donc l'auteur, est soumis à un système de production dans lequel l'éditeur, la critique et les jurys des prix littéraires peuvent jouer un rôle considérable. L'édition française se renouvelle au XXe siècle, et les grands noms de l'édition apparaissent. Gaston Gallimard fonde ses éditions en 1919 et publie des auteurs majeurs comme Gide, Claudel, Valéry ou Proust. La maison Grasset est fondée dès 1907 et publie Mauriac ou Monterland. La fondation de ces grandes maisons, encore connues aujourd'hui, se poursuit. Évoquons rapidement De Noël en 1930, qui publie Céline ou Artaud, ou encore les éditions du Seuil en 1935. Des prix viennent couronner une partie de cette production,
lui assurant un succès commercial. Le prix Nobel de littérature est décerné depuis 1901. Le prix Goncourt dès 1903. Mentionnons encore le Femina fondé en 1904 ou le Renaudot en 1924 ou enfin le prix Interallié en 1930. Ces prix jouent un rôle très important, tant par la reconnaissance qu'ils apportent aux écrivains que par les ventes qu'ils assurent. S'ils permettent à l'écrivain de lui assurer un revenu et donc une indépendance, ils sont aussi parfois critiqués pour les éventuelles collusions entre membres du jury et les grandes maisons d'édition. Enfin, mentionnons les derniers acteurs du système, les critiques littéraires, qui ont acquis un rôle et une audience accrue auprès des lecteurs. Commençons par un peu de contexte. Pour être synthétique, on peut dire que la fin du XIXe siècle a été marquée par le mouvement naturaliste, mais qu'il avait déjà été contesté dans ses formes et dans sa démarche, notamment par les mouvements décadents ou encore symbolistes. Mais au début du XXe siècle, ni la foi enthousiaste du naturalisme, ni le pessimisme radical des décadents ne semblent trouver encore beaucoup d'écho. Et vous excuserez cette simplification concernant les deux courants cités, mais qui est faite, encore une fois, dans un souci de synthèse. Michel Raymond, professeur et critique, spécialiste du roman, voit précisément une crise dans ce genre, au tournant des XIXe et XXe siècles. Il y consacre un ouvrage intitulé « La crise du roman », des lendemains du naturalisme aux années 20, et publié en 1966. L'aube du XXe siècle est un moment d'ébranlement social mais aussi intellectuel. Si la foi dans le progrès technique qui a animé tant d'hommes et de femmes au XIXe siècle, censé apporter des réponses aux questions de l'humanité, amener le progrès moral et même le bonheur universel, si cette foi donc n'est pas complètement éteinte, elle est de moins en moins partagée. La science n'apparaît plus comme capable de nous faire connaître tout de toutes choses et de répondre à l'ensemble des aspirations humaines. C'est la déroute du scientisme. Par ailleurs, l'émergence de la psychanalyse met à jour toute la part inconsciente du fonctionnement humain. La psyché, comme le monde, semble donc vouée à demeurer en partie inaccessible, voire inconnaissable. Enfin, bien sûr, la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918 est vécue comme un traumatisme. L'horreur de ces combats, les privations subies par la population et l'état désastreux dans lequel se trouvent nombre de pays à son issue font de cette guerre un événement qui laissera une trace indélébile dans les consciences. Or, ce que l'on peut percevoir comme autant de crises constitue également un terreau fertile pour la création. Le roman se sert de la situation de crise comme d'un moteur. La crise devient un sujet romanesque et l'occasion d'expérimentation. Le roman est alors envisagé comme un laboratoire dans lequel le romancier peut mener de multiples expériences. On trouve dans les romans de grandes interrogations face à l'histoire. De mineur que ce genre a été jusqu'au XVIIIe siècle, avant son explosion au XIXe siècle, le roman devient le grand genre et le lieu de questionnements existentiels.